Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Il est curieux de constater avec quelle naïveté certains malfaiteurs se laissent prendre, alors qu'ils ont dû, pour commettre leurs mauvaises actions, déployer des trésors d'imagination, d'astuce et d'énergie. C'est souvent le cas des voleurs de bijoux. En effet, réussir un audacieux cambriolage et se défaire de perles rares ou de diamants précieux sont deux entreprises bien différentes et qui ne réclament pas du tout les mêmes qualités. On ne voit plus très souvent de nos jours des entreprises de ce genre qui rappellent les exploits heureusement imaginaires d'Arsène Lupin. Les malfaiteurs contemporains manquent d'astuce et d'imagination, s'ils ont conservé une certaine audace. Au lieu de combiner des fric-frac habiles et parfois acrobatiques, ils préfèrent surgir au milieu de la foule armés jusqu'aux dents et arracher un misérable butin par la violence et par la terreur. Ce n'est pas un dossier de violence que j'ouvre aujourd'hui devant vous, mais celui d'une affaire discrète dans son déroulement, bien qu'elle ait fait beaucoup de bruit à son époque. On y retrouve du calme, de la réflexion et même une sorte de maladresse qui pourrait nous porter à l'indulgence. Mais commençons par le commencement. Construit en plusieurs fois au cours du XVIe et du XVIIe siècle, le château de Chantilly est un des plus beaux de la région parisienne. Propriété des princes de Condé jusqu'à la Révolution, pendant laquelle il fut assez gravement endommagé, il retrouva toute sa splendeur au siècle dernier grâce au duc d'Aumale qui en fit don en 1886 à l'Institut de France. Outre de véritables merveilles architecturales, le château de Chantilly abrite plusieurs collections remarquables de peintures et de sculptures, mais aussi de bijoux et de pierres précieuses. Ces derniers se trouvent dans la salle des gemmes, au premier étage de la tour du trésor. Avec ses murailles hautes et lisses, avec ses douves pleines d'une eau profonde, ce beau château paraît tout à fait capable de défendre les richesses qu'il abrite. Par cette nuit du 12 octobre 1926, à peine éclairée par un quartier de lune, l'imposante bâtisse semble encore plus redoutable. Pourtant, deux ombres quittent le couvert des bois, traversent les jardins, et se dirige avec prudence vers la passerelle qui franchit les fossés. L'une de ces ombres porte une lourde échelle, l'autre deux rouleaux de cordes. Les voici près de l'eau, mais surprise, l'extrémité mobile de la passerelle est rabattue. Comme au temps féodaux, le pont-levis est relevé. Les visiteurs indésirables sont invités à faire demi-tour. Les deux visiteurs du 12 octobre ne font pas demi-tour. Le plus grand tire une scie égoïne de son blouson de cuir. Il retourne vers le bois, choisit une longue et forte branche, la coupe et la ramène munie de ses rameaux. Il tend la branche, parvient à accrocher l'extrémité de la passerelle, tire de toutes ses forces. C'est un colosse sans doute, car la passerelle tremble, vacille, s'ébranle, et vient tomber à ses pieds dans un grondement assourdi par l'herbe et la terre du talus. Les deux hommes tendent l'oreille, rien ne bouge. La chute de la passerelle ne semble pas avoir éveillé le personnel du château. Ils attendent 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, et puis ils franchissent rapidement le fossé où brille une eau noire et glacée. Alors les voici au pied du mur. Ils les longent sans bruit jusqu'à la tour du trésor, ils dressent leur échelle. Ah, malédiction, elle est trop courte. Vont-ils se décourager, renoncer? Non, non, bien sûr. Un bref conciliabule décide de la marche à suivre. Cette échelle, ils l'ont dérobée à 300 mètres de là, dans un chantier de construction qui touche les bois du château. Mais ils vont en trouver une autre. Le plus petit et le plus mince des deux part en courant. L'autre reste là pour prévenir toute alerte. Il ne faut pas un quart d'heure pour qu'une deuxième échelle rejoigne la première. Les deux hommes les attachent bout à bout, au moyen des cordes qu'ils ont apportées. Ils dressent de nouveau ce fragile assemblage, et cette fois, ça y est, la fenêtre visée est atteinte. Mais il est déjà 3 heures du matin, il ne s'agit plus de fignoler le travail, il importe de faire vite. Le plus petit des deux grimpe rapidement, il fait sauter la fermeture assez sommaire d'un volet, brise une vitre, saute à l'intérieur, allume sa lampe, et reste 1 seconde ébloui. Il ne s'est pas trompé, il se trouve bien dans la fabuleuse salle des gemmes.
Mais il n'est pas là pour s'émerveiller, il enlève son par-dessus, le jette par terre, fracture 2 ou 3 vitrines et entasse pêle-mêle tout ce qui lui tombe sous la main. C'est pas très bien d'ailleurs s'il n'a pas déclenché sans s'en apercevoir quelques systèmes d'alarme. Il ne fait pas le détail, il ne choisit pas, il se précipite. Au bout de 3 ou 4 minutes, il replie le par-dessus en noue les manches, l'envoie à son complice demeuré en bas et se laisse glisser jusqu'au sol. Avant de s'enfuir, les 2 hommes pensent tout de même à ne pas laisser les 2 échelles debout contre le mur où l'on pourrait les voir au cours d'une simple ronde nocturne. Ils les font descendre sans bruit et les jettent par précaution supplémentaire dans l'eau noire des douves. Et puis ils disparaissent par où ils sont venus. En fait, ces précautions assez sommaires du reste se révèlent parfaitement superflues. Il n'y a pas de ronde. Le volet fracturé, les vitrines brisées n'ont attiré l'attention de personne. Tout le château dort du sommeil du juste. Ce n'est que vers 7 heures du matin que le gardien Jules Lemaître, en faisant le tour des jardins comme son service le lui impose, découvre avec une certaine surprise les 2 échelles flottant paisiblement dans l'eau des fossés. Au pied de la tour du trésor, il aperçoit des morceaux de corde, il lève la tête, constate qu'un volet donnant sur la salle des gemmes est ouvert. Il se précipite et donne l'alarme, mais ce n'était plus la peine. Au même moment où le gardien Lemaître découvrait des objets inquiétants sous les murs du château, un autre gardien, également prénommé Jules d'ailleurs, Jules Joanneau, ouvrait la porte de la salle aux pierres précieuses et manquait de tomber de saisissement. Monsieur Mâcon, le conservateur adjoint, est alerté à son tour et peut constater, mais officiellement en quelque sorte, l'étendue des dégâts. 3 vitrines ont été brisées et en partie vidées. Parmi de nombreux objets de grande valeur, on note la disparition de quelques pièces rarissimes, un poignard et un ceinturon offerts au duc d'Aumale par le bey de Tunis en 1846, un poignard et 2 colliers arabes provenant de la Smala d'Abdelkader après la défaite et la capture du grand guerrier, une croix en diamant donnée par le roi Joseph au général Aymar, et surtout, le fameux Grand Condé, admirable diamant de couleur rose tendre, taillé en forme de poire et d'une valeur naturellement inestimable. La police commence son enquête. Un premier point est établi. Le cambriolage a eu lieu après 2h30 du matin puisque c'est l'heure où le gardien Jules Joanneau fait une dernière ronde. On suit les traces des monts en l'air. On reconstitue assez bien leur équipée depuis le vol des 2 échelles jusqu'à leur départ dans la nuit. On relève quelques belles empreintes digitales sur les vitrines brisées. On fait aussi une liste des pièces volées et on la communique à tous les postes frontières, à toutes les brigades de gendarmerie. On la fait également tenir à tous les bijoutiers et joailliers. Mais tout cela ne conduit pas très loin. En fait, la police ne dispose d'aucune indication concernant l'identité des 2 malfaiteurs. Les empreintes digitales sont inconnues de ces services, aucune piste sérieuse ne s'amorce. Bon gré, mal gré, il faut prendre patience et attendre une erreur des voleurs. Il faudra bien qu'ils s'efforcent un jour ou l'autre de négocier le produit de leur vol. Et bien ce jour-là, s'ils font un faux pas, la police ne les manquera pas. On peut aussi espérer un coup de chance. Ce sont des choses qui arrivent de temps en temps à la police comme à tout le monde. Et c'est précisément un coup de chance qui arriva. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Cambrioler un château appartenant à l'Institut de France et emporter un des plus beaux diamants du monde, cela n'arrive pas tous les jours. C'est pourtant ce qui s'est passé le 12 octobre 1926 au château de Chantilly, et le diamant qui a disparu en compagnie de nombreux objets précieux, c'est le célèbre Grand Condé, un diamant rose en forme de poire, une des gloires des collections nationales de la France. En général, de telles expéditions sont le fait de professionnels. Elles nécessitent une préparation minutieuse, de grande qualité d'adresse, de sang-froid, mais aussi la connaissance de filières spécialisées dans l'écoulement de cette sorte de marchandises. Vous imaginez facilement que l'on ne revend pas des pierres historiques comme des bracelets-montres. Or, les professionnels finissent toujours par être victimes d'indiscrétions. Des mouchards, des indicateurs surprennent leurs secrets et les livrent à la police. Il en va tout autrement quand les cambrioleurs sont des amateurs, c'est-à-dire de véritables inconnus aussi bien pour les policiers que pour le milieu des malfaiteurs. Dans ce cas, ils ne courent aucun risque tant qu'ils ne commettent pas d'imprudence. Et apparemment, dans le vol du Grand Condé, c'est bien d'amateurs qu'il s'agit. 1 mois après l'expédition de Chantilly, la police n'a pu obtenir aucune indication sur leur identité. Il ne lui reste plus qu'à prendre patience. Le 18 novembre 1926, un homme d'une trentaine d'années, blond, taillé en Hercule et d'allure avenante, prend une chambre dans un hôtel modeste du boulevard de Strasbourg à Paris. Il s'inscrit sous le nom de Louis Cobus,
né le 17 avril 1897 à Mulhouse, exerçant la profession de commerçant. Il confie à la gérante de l'hôtel, Madame Herbeau, 20 billets de 1000 francs qu'il a peur de perdre et qu'il lui demande de garder dans son coffre. 20 000 francs, c'est une somme considérable en 1926. Mais les paiements par chèque sont alors beaucoup moins répandus qu'aujourd'hui et les commerçants règlent souvent des opérations importantes en espèces. De toute façon, si Madame Herbeau s'étonne, elle ne le montre pas. Après tout, ces 20 000 francs garantissent très largement la solvabilité de son client. 2 jours plus tard, Louis Cobus annonce qu'il doit se rendre à Bordeaux pour ses affaires, il reprend son argent et il s'en va. 3 semaines après, exactement le vendredi 10 décembre, le voici de retour. Mais le jeudi suivant, il disparaît de nouveau sans prévenir cette fois. Le lendemain, Madame Herbeau n'a pas de ses nouvelles, ni le surlendemain. Le dimanche, la gérante de l'hôtel débarrasse la chambre de la grosse valise que Cobus lui a laissée et fait le lit pour un nouveau client. Puis, comme son précédent locataire n'a pas payé sa note, eh bien, elle ouvre sa valise. Oh, je ne sais pas si, après être resté 3 jours sans nouvelles d'un de ses clients, la gérante d'un hôtel est autorisée à examiner ses bagages. Mais le fait est là. Madame Herbeau ouvre la valise de Louis Cobus. Celle-ci contient des vêtements, du linge et une pomme. Ah, une belle pomme Calville, ronde et rouge. Déçue, Madame Herbeau referme la valise. Annie, sa jeune bonne, tend la main. « Je peux manger la pomme. Oh, bah d'ici que M. Cobus revienne, elle sera gâtée. » Madame Herbeau hausse les épaules. Annie prend la pomme, mord dedans, et pousse un cri. Ah, à coup sûr, elle vient de se casser une dent. Mais qu'est-ce donc que cette pierre qui pousse dans les pommes? Cette pierre est transparente, de couleur rose, taillée à facettes en forme de poire. Madame Herbeau sursaute. Mais c'est le diamant rose de Chantilly. Voyez un peu comme le hasard fait bien les choses. Monsieur Herbeau, le mari de l'hôtelière, est inspecteur de police au commissariat spécial de la Gare du Nord. Sa femme l'alerte sur le champ. Il alerte à son tour la Sûreté Générale, laquelle alerte le ministère de l'Intérieur. Un conseil de guerre réunit immédiatement le ministre lui-même, le directeur de la Sûreté, 2 commissaires et 3 inspecteurs. Maintenant que l'on tient l'extrémité d'un fil, il s'agit de tirer doucement dessus pour ne pas le casser. Attraper les voleurs, c'est bien, c'est même indispensable, mais ce n'est que la moitié de la tâche à accomplir. Il est au moins aussi indispensable de retrouver tous les joyaux volés en compagnie du diamant rose. Et pour cela, il faut autant de doigté que d'esprit de décision. On va donc attendre Cobus et le laisser se réinstaller tranquillement dans sa chambre d'hôtel. On est maintenant sûr qu'il reviendra puisqu'il a dissimulé le Grand Condé dans sa valise. On chasse le nouveau client, on refait la chambre, on attend. Oh, on n'attend pas longtemps. La chance continue de sourire aux policiers. Le soir même, Louis Cobus réapparaît, retrouve sa chambre, se couche et s'endort. Aucune réaction de sa part ne laisse supposer qu'il a vérifié le contenu de sa valise. Il dort même longtemps puisque le lendemain matin, vers midi, quand 2 inspecteurs viennent frapper à sa porte, il est encore couché. Il ouvre, l'esprit mal réveillé. L'un des inspecteurs lui pose une main sur l'épaule. « Alors, lui dit-il doucement, où as-tu mis le diamant rose ?» Frappé de stupeur, Cobus s'effondre. « C'est bon, je suis pris. Tu as bien un complice, n'est-ce pas ?»« Oui. » Son nom ? Ah, je ne vous le dirai pas. « Comme tu voudras. Nous avons le temps. » Les 2 inspecteurs passent les menottes au poignet de Cobus et s'installent près de lui dans la petite chambre pour attendre. Pour attendre quoi? Oh, rien de précis, ou plutôt... Les policiers font une sorte de pari. Le pari que si Cobus ne prend pas contact avec son complice prendra contact avec lui. Après tout, il ne se doute pas qu'un piège lui est tendu et une véritable fortune est en jeu, qu'il n'a certainement pas l'intention de voir passer sous son nez. Est-ce une fois de plus le concours de la Providence, ou tout simplement le résultat d'un excellent calcul? Il est bien difficile de trancher. Toujours est-il que dès le début de l'après-midi, on frappe à la porte. Les inspecteurs ne bronchent pas. Cobus lui-même n'a pas le temps de réagir. La poignée tourne, la porte s'ouvre, un jeune homme apparaît. Il a une 20aine d'années, un visage pâle et un corps fluet. On n'a pas besoin de lui mettre la main au collet. À peine aperçoit-il Cobus enchaîné qu'il a un haut de corps, tourne sur lui-même,
et s'effondre, en proie à une crise d'épilepsie. 1 heure plus tard, les 2 cambrioleurs sont sous les verrous, ils ne cherchent pas à nier, ne sont pas de taille à le faire d'ailleurs. On n'a aucun mal à leur faire raconter leur aventure dans tous ses détails. À 18 ans, en 1915, Louis Cobus s'est engagé dans la Légion étrangère. Ainsi, bien qu'alsacien, il a fait toute la guerre dans les rangs de l'armée française. Après l'armistice, alors que sa province natale est rendue à la France, il épouse sa marraine de guerre, Élisa Chenard. Celle-ci lui apporte une dot assez confortable, avec laquelle il se lance dans une industrie peu connue, mais qui lui paraît pleine d'avenir. La filature de poils de lapin. Eh oui, on a filé du poil de lapin au lendemain de la Première Guerre mondiale, en un moment où les textiles artificiels n'existaient pas encore et où les matières premières venant du mouton, naturellement, manquaient. Ce calcul est d'ailleurs excellent. De nombreux débouchés se présentent pour les fabrications de Cobus. Sa filature prospère, l'argent afflue. Par malheur, le nouvel homme d'affaires se laisse griser par ses premiers succès. Il se dissipe, il jette son argent par les fenêtres, il court les demi-mondaines, les boîtes de nuit. Bien plus, il fait la connaissance à Strasbourg d'une fort jolie personne de 18 printemps, Eugénie, dont il tombe réellement amoureux. Il lui achète un appartement, des meubles, la couvre de fourrure, de bijoux, l'entretient royalement. Et puis un jour, brutalement, c'est la crise. Une crise qu'un industriel avisé aurait pu prévoir. Avec le retour progressif à une économie normale, il était évident que les produits de remplacement allaient péricliter. Mais Cobus est tout le contraire d'un industriel avisé. Quand la crise arrive, il n'a pas un sou devant lui, c'est la faillite, la fermeture, la ruine. Son cousin, Joseph Zuber, n'a jamais connu la richesse. De 8 ans son cadet, frêle et de santé délicate, ce garçon se trouve lui aussi dans une situation financière détestable. Les 2 jeunes gens décident d'unir leurs forces et d'aller conquérir Paris. Tout en cherchant du travail, ils visitent la capitale et ses environs. Un beau jour, en compagnie d'un groupe de touristes, ils parcourent les imposantes salles du château de Chantilly. La salle des gemmes les plonge dans l'éblouissement. Le lendemain, ils s'amusent à combiner un plan de cambriolage par jeu intellectuel pour rire en quelque sorte. Et puis... Comme l'argent se fait de plus en plus rare, ils finissent par prendre leur plan au sérieux et par le mettre en pratique. Et le plan réussit, comme on l'a vu. Voici nos 2 compères à Paris, avec dans leur valise un fabuleux trésor, certains de l'impunité tant qu'ils ne chercheront pas à en tirer parti. Mais alors qu'en faire? Eh bien, Cobus se souvient d'une bijoutière à qui, quelques mois auparavant, sa femme avait vendu une épingle de cravate. Il va lui rendre visite. Et cette personne ne paraît pas scandalisée, non du tout, à l'idée de racheter des objets provenant d'un cambriolage. Mais comme elle est prudente, elle refuse le grand Condé. Pour le reste, elle offre 25 000 francs. Les pierres seront desserties, les montures brisées, fondues. Tout ce trésor sera dispersé, deviendra méconnaissable, impossible à retrouver, à identifier. C'est un simple détail qui a fait échouer cette combinaison parfaitement réalisable. Sans la pomme qui se trouvait dans la valise de Cobus, il est probable que les 2 malfaiteurs et leurs complices ne se seraient jamais fait prendre. Supposons une seconde que le voleur ait cousu le diamant dans la doublure de sa veste, par exemple. Madame Herbeau ne se serait aperçue de rien. Cobus aurait retrouvé sa valise intacte, aurait payé sa note, serait parti avec ses 20 000 francs et personne n'aurait jamais pensé à lui poser la moindre question. Le procès des 2 Montanlaire et de leurs complices se déroula sans surprise ni incident. Cobus fut condamné à 10 ans de prison, Zuber à 8 ans, la bijoutière indélicate à 5 ans, mais avec sursis. Le grand Condé fut de nouveau serti sur sa couronne d'argent au milieu des 21 brillants qui l'entouraient déjà en 1649. Il regagna la salle des gemmes du château de Chantilly, où il se trouve toujours. Vous pourrez aller l'y admirer si d'aventure votre amour des bijoux, de l'histoire, des faits divers vous conduit jusque-là. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster.
Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.